À présent, nous étions sûrs de nous en tirer. Oui, même si elle descendait encore plus au sud, cette grande calotte de glace serait jusqu'en Afrique. Et quand la bourrasque soufflait du nord, nous empilions tout ce que nous avions de broussailles, de troncs brisés et flammes bûchées. Il en ronflait et rugissait. La grande affaire, c'était de se fournir en combustible. Une bonne arête de silex vous taillera en travers une branche de cèdre de 4 pouces en moins de 10 minutes. Mais encore faut-il avoir la branche. Heureusement, les éléphants et les mammouths nous gardaient au chaud. C'était leur bienheureuse habitude d'éprouver la force de leur trompe et de leur défense à déraciner les arbres. Plus encore le vieil Elephas enticus que le modèle récent, parce qu'il trime et dur à évoluer, le pauvre. Et rien ne soucie plus un animal en évolution que la façon dont ses dents progressent. Les mammouths, eux, en ces jours-là, se considéraient comme à peu près parfaits. S'ils arrachaient des arbres, c'était quand ils étaient furieux ou voulaient épater les femelles. Donc à la saison des amours, suffisait de suivre les troupeaux pour se fournir en bois de chauffage. Mais la saison passée, une pierre bien envoyée au derrière le creux de l'oreille faisait souvent l'affaire, pour un bon mois. J'ai même vu ce truc-là réussir avec les grands mastodontes. Mais après, c'était le diable à traîner chez soi un baobab. Ça brûle rien. Mais ça vous tient à distance de 30 mètres. L'excès, tout c'est en défaut. Dès que les glaces du Kilimandjaro et du Rwenzori descendaient au-dessous du niveau des 3000, nous gardions en vie à demeure une bonne flambée. C'est qui faisait frisquer, Alors les étincelles volaient jusqu'aux étoiles par ces froides nuits d'hiver, le bois sec crépitait et le bois vert sifflait. Et notre feu était un vrai fanal pour toute la vallée de la crevasse. Quand la terre en était à geler, ou presque, ou bien quand une pluie frissonnante et sans fin faisait craquer dans la douleur nos articulations, c'était alors que nous voyions arriver l'oncle Vania. À la faveur d'une alchimie dans la rumeur constante de la jungle. Sa venue s'annonçait d'abord par un effervescent froufrou à la cime des arbres, ponctué de craquements sinistres, ceux des branches surchargées, accompagnés de jurons en sourdine. Et parfois, quand l'oncle tombait pour de bon, d'une clameur rageuse affranchie de toute inhibition. Enfin, dans la lumière du feu, sa silhouette massive apparaissait en chaloupant sur ses jambes trop courtes. Ses deux longs bras frôlaient le sol, sa tête était enfoncée dans ses épaules épaisses et velues, ses yeux étaient injectés de sang et il retroussait ses lèvres dans un effort constant pour bien dégager ses canines. Quand j'étais petit garçon, son expression me terrifiait. En fait, elle ressemblait plutôt à un sourire figé de l'homme qui s'ennuie à mort dans un pique-nique. Et plus tard, derrière ses manières excentriques, dont il était au vrai la première victime, je découvris un être plein de gentillesse, toujours prêt à récompenser d'une figue ou de fraises sauvages le gosse où il se flattait d'en avoir imposé avec son apparence féroce. Mais quel bavard et quelle dispute ailleurs! À peine d'abord s'il nous saluait, hochait la tête pour tendre l'or. Il étendait vers la flambée ses pauvres mains bleuies de froid, et sans attendre, passait à l'attaque. C'était à pair qu'il s'en prenait, tête baissée comme un rhinocéros, dont son index accusateur aurait pu figurer la corne. Père le laissait charger, dans un torrent d'accusations pleines de rancune. Puis, quand l'oncle, un peu apaisé, avait mangé 2 ou 3 œufs d'apiornis et quelques caroubes, Père se lançait dans la bagarre. Il démolissait joyeusement les arguments de l'oncle Vania, ou au contraire, le laissait bouche bée en reprenant allègrement à son compte quelques-unes de ses énormités. Au fond, j'en suis certain, ils étaient profondément attachés l'un à l'autre. Même s'ils avaient passé toute leur vie en violente discorde, comment eût-il pu en être autrement? Ils étaient tous les deux d'honnêtes pithécanthropes, aux principes inébranlables. Ils vivaient strictement en accord avec leurs croyances. Mais ces principes s'opposaient, absolument, sur tous les points. Chacun suivait sa propre voie, persuadé que l'autre commettait une tragique erreur sur la direction que devait prendre pour évoluer l'espèce anthropoïde. Néanmoins, leur rapport personnel, s'ils ne souffraient d'aucune entrave, n'en subissait non plus aucun dommage. Ils se disputaient, criaient, hurlaient, mais n'en venaient jamais aux mains. Et quoi qu'en général, l'oncle Vania nous quittât fou de rage, il ne restait jamais longtemps sans revenir.
La première dispute dont je me souvienne entre ces deux frères, si différents d'aspect et de comportement, s'était produite à propos du feu. Il faisait froid. J'étais accroupie à distance respectueuse de cette chose tortillante et rouge, toute nouvelle pour nous. Elle me semblait meurtrie, mais furieusement vorace. Et je regardais Père l'alimenter avec une nonchalance splendide, mais circonspecte. Les femmes, assises tout en tas, s'épouillaient mutuellement en jacassant. Ma mère, comme toujours, était un peu à l'écart. Elle mâchait la bouillie avec les bébés sevrés et regardait Père avec son feu, d'un air de sombre méditation. Et tout à coup, l'oncle Vania fut parmi nous, silhouette énorme et menaçante. Il parlait d'une voix d'outre-tombe. « T'y voilà donc, Édouard !» grondait-il. « J'aurais dû le deviner que tôt ou tard nous en viendrions là. J'espérais, il faut croire, qu'il y ait une limite à tes folies, imbécile que j'étais. Je n'ai qu'à tourner le dos une minute pour te retrouver jusqu'au cou dans quelque ineptie nouvelle. Et maintenant cela !» cria-t-il. « Édouard, écoute-moi bien. Ne t'ai-je pas 1000 fois averti, adjuré, supplié en qualité de frère aîné de t'arrêter à temps sur ta lancée calamiteuse, de réfléchir, de t'amender et de changer de vie avant qu'elle ne t'amène tout droit, avec toute ta famille, vers un désastre irréversible. Cette fois, avec une insistance 10 fois multipliée que je te crie « Arrête ! Arrête, Édouard! Arrête avant qu'il ne soit trop tard! Si même il est encore temps, arrête !» Oncle Vania reprit haleine pour pouvoir terminer son discours pathétique, mais un peu difficile à mener, à bonne fin. Et Père put placer son mot. « Tiens, Vania, il y a une éternité que nous ne t'avons pas vu. Allons, vieux, viens te chauffer un peu. Où donc as-tu été pendant tout ce temps-là » Oncle Vania eut un geste d'impatience. « Pas loin, enfin pas tant que ça. Si je dépends, pour la plus grande part de mon ordinaire, mais non exclusivement, Édouard, non exclusivement, de légumes et de fruits, et si la saison a été médiocre... » « Oui, dit Père d'une voix compatissante. Ça m'a tout l'air comme si nous allions avoir de nouveau une interpluviale. La sécheresse s'étend, pas de doute. » « On trouve dans la forêt, dit oncle Vania irrité, abondance de nourriture, si l'on sait où la chercher. C'est seulement question de régime, on n'est jamais trop prudent à mon âge. En primate raisonnable, j'ai donc été voir un peu plus loin si je ne trouverais pas des aliments conformes à mon état. Au Congo, pour tout te dire, il y a dans ce coin abondance de tout, pour tout le monde. Sans qu'il faille prétendre, dit-il avec une ironie grinçante, qu'on a les dents d'un léopard, l'estomac d'une autruche et les goûts d'un chacal, Édouard. »« Tu vas fort, Vania, protesta Père. »« Je suis rentré hier, dit oncle Vania, et je t'aurais de toute façon rendu visite un de ces jours. Mais j'ai compris tout de suite, quand la nuit est tombée, qu'il se passait quelque chose, qu'il se tramait quelque manigance. Je connais 11 volcans dans ce département, Édouard, mais 12. J'ai flairé, j'ai pressenti que tu n'étais pas pour rien. Angoissé, je m'élance, je cours, espérant contre toute espérance. J'arrive et que vois-je ? Ma parole, il te faut à présent ton volcan particulier. Ah, cette fois, Édouard, t'y voici. Père souriait facétieusement. Tu crois que m'y voici ? Vraiment, Vania ? Demanda-t-il. Je veux dire que j'ai vraiment atteint le seuil ? Oui, je me disais bien que ce pourrait être. Mais comment en être tout à fait sûr ? Un seuil ? Oui, sans doute, dans l'ascension de l'homme. Mais le seuil ? Est-ce que c'est bien ça ? Père plissait comiquement les yeux comme s'il était en proie à la plus vive angoisse. Nous lui voyions souvent prendre cette expression. Un seuil ou le seul ? Je n'en sais rien, dit oncle Vania. Et j'ignore de ce que tu crois être en train d'accomplir, Édouard. De te pousser au col, ça, sûrement. Mais je te dis, moi, que tu viens de faire la chose ici la plus perverse, la plus dénaturée. Mais Père l'interrompit. Tu as bien dit dénaturée ? S'écria-t-il avec enthousiasme. Vois-tu, mon cher Vania, depuis un bon bout de temps que nous sommes mis aux outils du silex, on pouvait dire qu'il y avait dans la vie subhumaine un élément non naturel, artificiel.
Et c'était peut-être ça, le seuil, le pas décisif. Et peut-être que maintenant, nous ne faisons plus que progresser. Seulement voilà, toi aussi tu t'ailes le silex, tu te sers de coups de poing. Alors pourquoi m'accuses-tu? Encore, dit oncle Vania. Nous avons déjà discuté 1000 fois de cette question. Je t'ai déjà dit 1000 fois que si l'on reste dans les limites raisonnables, les outils, les coups de poing ne transgressent pas vraiment la nature. Les araignées se servent d'un filet pour capturer leur proie. Les oiseaux font des nids mieux construits que les nôtres. Et j'ai vu, il n'y a pas longtemps, une troupe de gorilles battre comme plâtre une paire d'éléphants. Oui, tu m'entends, des éléphants. Avec des tricks. Je suis prêt à admettre, tu vois, qu'il est licite de tailler des cailloux, car c'est rester dans les voies de la nature. Pourvu toutefois qu'on ne se mette pas à en dépendre trop, la pierre taillée pour l'homme, non l'homme pour la pierre taillée, et qu'on ne veuille pas non plus les affiner plus qu'il n'est nécessaire. Je suis un libéral, Édouard, et j'ai le cœur à gauche. Jusque-là, je peux accepter. Mais ça, Édouard, ça, cette chose-là, dit-il en montrant le feu, ça c'est tout différent, et personne ne sait où ça pourrait finir. Et ça ne concerne pas que toi, Édouard, mais tout le monde. Ça me concerne, moi. Car tu pourrais brûler toute la forêt avec une chose pareille. Et qu'est-ce que je deviendrais? Oh, je ne crois pas que nous nous arriverons là. Tu ne crois pas? Vraiment? Ma parole, peut-on te demander, Édouard, si tu possèdes seulement la maîtrise de cette chose? C'est bien plus ou moins, sûrement, oui, c'est ça, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins? Tu l'as ou tu ne l'as pas? Réponds, ne fais pas l'anguille. Peux-tu l'éteindre, par exemple? Oh, ça s'éteint tout seul, suffit de ne pas le nourrir. Édouard, une fois de plus, je te préviens. Tu as commencé là un processus que tu n'es pas sûr d'être en mesure d'arrêter. Ça s'arrêtera tout seul si tu ne le nourris pas, dis-tu? Et s'il lui prenait la fantaisie de se nourrir tout seul? Qu'est-ce que tu ferais? Tu y as pensé? Ça n'est pas arrivé, dit Père avec humeur. Pas encore. Le fait est qu'au contraire, ça me prend un temps fou à garder en vie, surtout par nuits humides. Alors cesse de le garder en vie plus longtemps. Laisse-le mourir, dit oncle Vania. Je te le conseille gravement, sérieusement. Cesse, avant d'avoir provoqué une réaction en chaîne. Cela fait combien de temps, déjà, que tu joues ainsi avec le feu? Oh, j'ai découvert le truc il y a plus d'un mois. Vania, tu ne te rends pas compte, c'est un truc fascinant, absolument fascinant. Avec des possibilités prodigieuses. Ne serait-ce que le chauffage, ce serait déjà un grand pas. Mais il y a tellement d'autres choses. Je commence seulement d'en faire une étude sérieuse. C'est faramineux. Tiens, prends la fumée, tout simplement. Crois-le ou non, cela asphyxie les mouches et chasse les moustiques. Oh, bien sûr, c'est une matière difficile que le feu, et d'un maniement délicat. De plus, ça bouffe comme un ogre, Plutôt méchant avec ça. À la moindre inattention, cela vous pique comme le diable. Mais c'est, vois-tu, vraiment quelque chose de neuf, qui ouvre des perspectives sans fin et de véritables. Un hurlement l'interrompit. Oncle Vania dansait. Il sautillait sur un seul pied. Et j'avais bien remarqué avec beaucoup d'intérêt que depuis un moment il se tenait debout sur une braise ardente. Trop excité par la dispute, pour s'en apercevoir, il n'avait remarqué ni l'odeur, ni le sifflement. Mais à présent, la braise avait mordu tout à travers le cuir épais de son talon. « Ya !» rugit oncle Vania. « Ça m'a mordu! Ouï ouï! Toi, Édouard, imbécile, ne te l'avais-je pas dit? Vous y passerez tous! Elle vous mangera à tous! Ta stupide trouvaille! Ah, vous voulez danser sur un volcan vivant! Édouard, j'en ai fini avec toi! Ta saloperie de feu va vous éteindre tous! Toi et ton espèce! En un rien de temps! Crois-moi! Je remonte sur mon arbre. Cette fois, tu as passé les bornes, Édouard. Et rappelle-toi, le brontosaure aussi avait passé les bornes. Où est-il à présent? Adieu! Back to the trees! Clama-t-il en cri de ralliement. Retour aux arbres!